Très bien. Eh bien, écoutez, on tient le timing. Je vais vous proposer de laisser la parole à Jean-Marc Drivet. Je pense que c'est important. On a eu le contexte général qui a été posé. Vous voyez que c'est quand même le monde des déchets, quand même un monde complexe, au travers de toutes les lois et organisations qu'il peut y avoir. Mais là, on va revenir plus terre à terre, si on peut dire ça comme ça, ou verre à verre, si on prend le temps des ordures ménagères, sur la question de la caractérisation des ordures ménagères, parce que je pense que c'est important, cette caractérisation que certains territoires ont fait. Alors, excusez, on n'a pas pris tous les territoires, il manquerait un petit peu le secteur touristique, mais néanmoins, on a quand même bien, comme le titre l'indique, du rural à l'urbain. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui en matière recyclable dans nos poubelles d'ordures ménagères par rapport aux différentes caractérisations qui ont été faites en Chartreuse, à Grand Lac et à Grand Chambéry. Jean-Marc, je te laisse la parole. Oui, merci Lionel. Donc effectivement, je vais vous présenter en quelques diapositives une synthèse de caractérisation que nous avons effectuée sur Grand Lac, Grand Chambéry et Cœur de Chartreuse. Donc j'avais également les éléments d'Arlysère, mais comme je l'ai dit à Frédéric, on n'a pas pu l'intégrer parce que l'échantillonnage n'était pas tout à fait le même et ça nous semblait pas tout à fait juste après en termes de comparaison. Donc je remercie les différentes collectivités et les techniciens qui ont travaillé sur ces caractérisations et Madame Chenal, ma responsable de service qui est avec nous aujourd'hui, qui a fait une synthèse et un petit comparatif avec ce diaporama. Donc le modèle que l'on a utilisé, alors j'ai pas la, oui, voilà, le modèle qu'on a utilisé, donc c'est Modecom, hein, c'est un modèle de caractérisation qui est développé par l'ADEME. Donc sur un protocole bien spécifique. Donc comme je vous l'ai dit, on l'a effectué sur trois intercommunalités. Pour Grand Chambéry, donc 15 échantillons qui ont eu lieu en février 2019. Pour Cœur de Chartreuse, 5 échantillons qui ont eu lieu en 2018. Et Grand Lac, 11 échantillons donc en janvier 2020. Alors, comment on a procédé? En fait, on fait notamment pour Grand Lac et Grand Chambéry, donc on a fait un prélèvement de 500 kg sur lequel on enlève tout ce qui est partie un peu hétéroclite. Sur ces 500 kg, une fois qu'on a eu brassé, on en reprend 200 kg et un nouveau brassé une fois, on en retire 120 kg et c'est ce qui nous permet de faire la caractérisation. Voilà, donc les 13 catégories que vous retrouvez donc à l'écran. Donc comme vous le voyez, déchets putrescibles, ça typiquement, ça pourrait être effectivement envoyé par exemple vers du compost. Tout ce qui est papier, carton, verre, métaux, ça pourrait être recyclé. Également les plastiques. Alors dans les plastiques, on retrouve à la fois nos flacons que l'on recycle dans le cadre des emballages jaunes, mais aussi les plastiques qui pourraient être éventuellement vers les extensions des consignes de tri. Pour ce qui est les complexes, donc dans les complexes, vous avez tout ce qui est Tetra Pak ou petit électroménager. Les déchets dangereux, typiquement ceux-là, ils pourraient être envoyés vers les déchetteries. Et puis enfin, les particules, j'ai un particule fine, il me semble, un endroit, les éléments fins. Alors là, j'ai pris quelques notes parce que là-dedans, on retrouve matière organique, petits restes de repas, poussière, litière, terre, sciure, mégots, cigarettes, voilà, petits morceaux de plastique. Donc le but de tout ça, effectivement, c'est de cibler ensuite vers les actions prioritaires que l'on peut mener. Donc là, vous avez une présentation de composition moyenne des ordures ménagères résiduelles en pourcentage de la masse humide. Donc en vert, vous avez donc Cœur de Chartreuse, en rouge, Grand Lac, en bleu, Grand Chambéry. Alors, je voudrais vous rassurer tout de suite, l'idée, vu quand même le nombre d'échantillons qui sont quand même restreints, il faut vraiment ça prendre comme des indicateurs, hein, et pas non plus prendre vraiment sur argent comptant exactement les chiffres précis, mais le but c'est vraiment de nous donner des indicateurs. Sachant que sur les agglos, nous on est plutôt, malgré tout, urbain, et sur Cœur de Chartreuse, plutôt rural. L'exemple, par exemple, sur les déchets putrescibles, eh bien, on voit que Cœur de Chartreuse,
sont très très bien au niveau d'éparcher des déchets putrescibles, puisque effectivement ils ont sans doute beaucoup plus de compost. Non, peut-être revenir sur le slide précédent. Pardon, excusez-moi. Pardon, voilà. Sur les papiers cartons, vous voyez, on est à peu près identique, si ce n'est que là, alors on ne sait pas comment on l'explique, mais peut-être que je laisserai à mes collègues qui sont là, peut-être tout à l'heure en fin de présentation, s'ils ont quelques interventions, compléments des détails. Alors là, par exemple, vous voyez, cœur de Chartreuse, par contre, papier carton un peu plus. Bon, voilà que nous. Tout ce qui est textile sanitaire, pardon, on est à peu près dans les mêmes choses. Sur les plastiques, pareil, avec un peu plus au niveau cœur de Chartreuse. Alors, sachant que peut-être un petit bémol, la caractérisation date de 2018, alors peut-être qu'il y a eu aussi des évolutions depuis. Le verre, on se tient. Et puis, petite explication sur nous, sur les éléments fins sur Grand Lac. On s'est aperçu beaucoup de litières de chats, d'animaux. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté? Non, ben voilà, on peut passer au slide suivant. Alors, un petit focus sur les déchets putrescibles. Donc, ça comprend tout ce qui est déchets alimentaires compostables, les non compostables, et puis les déchets liés au gaspillage alimentaire, et les déchets de jardin. Donc là, peut-être un petit bémol pour les caractérisations qui ont été faites en hiver. Donc, on a peu de déchets verts, notamment pour Grand Chambéry et Grand Lac. Et sur Grand Chambéry, la part des déchets alimentaires non consommables est majoritaire en milieu urbain et périurbain, ce qui n'est pas le cas en milieu rural. Et on a vu qu'il n'y a pas de déchets de jardin dans les OMR du milieu rural. Sur Grand Lac, par contre, on a très peu de déchets de jardin dans les conteneurs semi-enterrés. Voilà, évidemment, peu de déchets végétaux également dans tout ce qui est tournée urbaine, dû à l'absence de jardin, bien évidemment. À noter donc quand même que, vous le voyez, le déchet alimentaire et alimentaire de 1050 tonnes est bien intégré au total des 5650 tonnes qui aujourd'hui composent l'ensemble de ces déchets putrescibles. Voilà. Donc là, on est bien des chiffres par an. Voilà. Le slide suivant. Donc là, on a une analyse des déchets concernés par les consignes de tri sélectif. Typiquement, tout ce qui aujourd'hui, c'est ce qui reste dans les OM et qui, à ce jour, il pourrait potentiellement être recyclable. Donc vous voyez le total dans les consignes de tri actuelles, total en kilos par habitant et par an, donc sur Grand Lac, sur Grand Chambéry, donc 47,9 kg et 52,5 sur Grand Chambéry. Voilà, je serai un petit peu plus pondéré sur le cœur de Chartreuse. Le chiffre peut paraître peut-être un peu plus élevé, mais peut-être justement ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au nombre de caractérisations, des choses comme ça. Voilà, je sais pas. Bon. Voilà. Mets ton micro, peut-être. Oui, oui, nous, en cœur de Chartreuse, on est un apport volontaire et pas en collecte porte-à-porte sur les différents éléments. D'accord. Par contre, je suis un peu surpris au niveau papier-carton parce qu'on a des containers carton. Ouais. Containers papier. On trie le papier. Ouais. Bon voilà, encore voilà, toujours ce bémol-là, enfin voilà, c'est à analyser ou à compléter, mais voilà. Mais ça donne quand même quelques tendances. Mais voilà, mais quand même rappeler que voilà, sur ces 3 collectivités, ça fait quand même 12 000 tonnes de déchets incinérés alors qu'ils pourraient être recyclés. Voilà, le dernier SIAL, donc là, le bilan de la composition des OMR. Alors là, on l'a uniquement sur une moyenne qui est plutôt sur Grand Lac et Grand Chambéry, qui était beaucoup plus cohérent par rapport au nombre d'habitants touchés. Donc là, ça nous indique typiquement, vous voyez à gauche, vous avez les ordures ménagères résiduelles, 36%. Donc ça, c'est vraiment des actions qui pourraient être faites, notamment en action de prévention, sur tous ces textiles, couches, litières et les déchets acceptés en déchetterie. Donc 36%, c'est énorme. Et puis sur la partie valorisable, là aussi, 47% de la poubelle pourrait être valorisable, à la fois sur les déchets recyclables et sur les déchets compostables.
Et puis sur la partie droite, je vous rappelle un peu nos obligations en la matière. Je pense que voilà, que ce soit Amorce ou le directeur de l'ADEME, forcément appuieront sur ces points-là. Ils l'ont déjà dit. C'est toutes les obligations qui nous concernent dans les années à venir. Merci de votre attention. Très bien. Est-ce que ça amène des questions sur le chat? Pas en vidéo pour le moment. Pas en vidéo pour le moment. Est-ce que ça amène des questions sur les gens qui sont en audition? Mais je pense ou des remarques de nos collègues qui sont comme Denis ou... Bon, je crois que ça pose très clairement le cadre du sujet qui fait voir qu'il y a du boulot. Je me faisais la réflexion, les 12 000 tonnes qu'on parlait tout à l'heure que l'on pouvait éviter, c'est 60% de ce qu'on exporte aujourd'hui. Voilà. Si vous me permettez, Président, Olivier Castagno d'Amorce, j'avais une petite question. Savoir si dans le Modecom, nous, on est assez attaché à ce qu'il y ait une analyse également par produit qui permette de savoir aussi demain les produits qui pourraient rejoindre des filières de REP existantes et dont on n'a pas souvent une bonne vision à travers une simple analyse par type de matériaux. Est-ce que vous avez fait ce travail d'analyse par produit ou sous-catégorie de produits, les emballages, je sais pas, les jouets, les articles de sport, les déchets de bricolage, ce genre de choses? Je ne sais pas si nous, on l'avait fait. Peut-être qu'à l'Isère, d'ailleurs, vous étiez assez pointu là-dessus. Vous aviez, il me semble, pour avoir vu ces caractérisations, mais je ne sais pas. C'est Grand Chambéry. Non, je ne l'ai plus en tête là, mais... je pense qu'on a peut-être Madame Chenal, responsable de service, merci. Oui, effectivement, donc Arles-Isère était beaucoup plus précis en fait dans les sous-catégories. Donc sur Arles-Isère, il y avait bien ce détail-là. Par contre, sur Grand Lac et Grand Chambéry, c'était plus global. Donc du coup, pas comparable. Merci. En tout cas, nous chez Amorce, on serait intéressés pour avoir les résultats d'Arles-Isère, même si c'est une photographie ponctuelle, parce que ça éclaire quand même beaucoup des enjeux des filières de REP en construction, notamment. D'accord, c'est noté. Vu que le vice-président vient de partir, il n'a pas entendu la demande, mais on retransmettra la demande et on l'excuse parce qu'il est pris par ailleurs sur ses fonctions. Alors, il y a une question, c'est si on additionne tout ce qui pourrait être compostable, recyclable ou qui devrait aller en déchetterie, tout ce qui n'a rien à faire dans la poubelle, combien ça représente au total en pourcentage? Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors peut-être pendant que la diapo s'installe, je vais vous citer un exemple d'une collectivité que j'avais visitée d'ailleurs avec Amorce, à côté de Venise, j'arrive pas à retrouver le nom, bref. Et je me souviens que quand on les avait vus, ils sont aujourd'hui à un peu moins de 50 kg d'ordures ménagères par an par habitant, y compris les déchets de propreté, c'est-à-dire ce qui est balayé dans les milieu. Et pour se donner une image, c'est une collectivité qui est à peu près équivalente à Grand Chambéry, un peu plus de 100 000 habitants, avec une partie historique, une partie en immeuble, une partie périurbaine. Et ils arrivaient à ce résultat-là. Mais c'est au bout de 10-12 ans de politique déchets. Après, bon, on voit le résultat final. Est-ce que tout ce qui est récupéré, comment c'est recyclé, etc., ça, on n'a pas eu le temps de le voir, parce que c'est le genre de visite où on ne peut pas aller dans le détail pour savoir comment les matériaux sont redispatchés, réutilisés, recyclés, etc. Mais ils arrivaient quand même à ça en termes de résultats. Et ils avaient constaté notamment qu'à un moment donné, ils stationnaient aux alentours des 100 kg par habitant, et à force, c'est l'habitant qui a fait changer le fournisseur. Puisqu'ils commençaient à choisir de plus en plus de la nourriture, des différentes choses qui sont sans emballage. Et ça a obligé les entreprises du coup à réagir, et ce qui a fait qu'ils sont tombés de 100 kg à un peu moins de 50 kg par habitant sur cette réaction, parce qu'ils n'avaient rien changé dans leur politique, et c'était plus l'habitant qui du coup a donné le signal aux entreprises. Voilà. Alors après, peut-être maintenant que j'ai tenu
Oui, tout à fait. Alors, on l'a remis, hein, c'est 47% aujourd'hui de la poubelle valorisable, soit en partie recyclable en emballage, soit sur des déchets compostables, et sur le reste. Alors les particules fines, voilà, j'ai expliqué tout à l'heure ce qu'il en était. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais par contre, ça laisse encore 36% sur les ordures ménagères, sur lesquelles on peut mener des actions de prévention pour notamment aller sur les déchetteries, par exemple. Quand on retraduit les chiffres, et par rapport à l'exemple que j'ai donné, 17% qui resterait en fine ou autre qu'on ne sait pas trop faire, ça représente en gros un peu plus de 40 kg par habitant. Si on rajoute des déchets de propreté, on peut arriver aux 50 kg. Voilà. Donc on peut arriver jusqu'à ce bout-là, mais c'est sûr que ça ne se fait pas en 5 minutes et ça suppose beaucoup de communication habitants, de vulgarisation pour arriver à ce niveau-là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Marie-Claire Barbier demande si, qu'est-ce qui peut être fait pour que les fabricants diminuent leurs emballages. Ah, alors ça, je laisserai bien la parole à Olivier, parce que je pense que là, il peut nous en faire un petit discours, notamment en négociation avec les éco-organismes, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet que tout le monde pose. Je ne sais pas si Olivier, tu peux... Oui, en 2 mots, parce qu'on pourrait en parler pendant 3 heures. En effet, il y a beaucoup de travail à faire et les leviers les plus importants résident aujourd'hui dans les éco-modulations des éco-contributions des filières. Donc, pour chaque filière de REP, sont fixés en fait un barème de contribution pour la filière emballage qui dépend des typologies de matériaux. Et un certain nombre d'éco-modulations, ce qu'on appelle des bonus-malus, qui visent à récompenser ou à pénaliser les emballages qui sont potentiellement non recyclables, qui comportent peut-être des substances dangereuses ou qui sont complexes et qui ne rendent pas leur recyclage en fin de vie possible. Il y a aujourd'hui un certain nombre de critères qui existent. Pour Amorce, ils sont pas suffisants. Ils sont pas suffisants, pas forcément dans leur nombre, mais dans leur ambition. C'est-à-dire que quand vous fixez une éco-modulation qui ne représente qu'une toute petite partie de l'éco-contribution que verse l'entreprise, elle n'est pas forcément incitée à changer l'ensemble de son mode de fabrication et de production, puisque la matière elle-même peut être déjà plus intéressante en termes de fabrication. Donc Amorce milite déjà depuis de très nombreuses années pour que ces éco-modulations soient des vrais signaux prix, c'est-à-dire qu'elles soient suffisamment significatives pour engendrer une modification des productions industrielles ou le choix d'un nouveau matériau qui est recyclable plutôt que de composer avec des emballages qui sont dans la durée toujours non recyclables. Un autre levier qui a été notamment avancé par la Convention citoyenne pour le climat et qui était en partie abordé dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est une complète transparence aussi pour le citoyen consommateur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez un produit, vous ne savez pas finalement si l'emballage ou le produit a fait l'objet d'un bonus, d'un malus, s'il est potentiellement recyclable en fin de vie, s'il comporte des pièces détachées ou pas. Et la loi et la prochaine loi sur le climat et la résilience vont fixer un certain nombre d'objectifs qui seront de nature à améliorer cette information et cette transparence vis-à-vis du consommateur pour l'aider dans son acte d'achat. Donc, il y a plusieurs leviers, on y travaille, l'ambition est importante, mais on a aussi des éco-organismes qui ont tendance des fois un peu à freiner l'ambition de ces éco-contributions. Voilà. Pour faire court, il y a un certain lobbying industriel pour certes limiter tous les malus qui pourraient leur être imposés. Le temps, pas forcément parce qu'ils ne veulent pas, mais aussi des fois parce que le temps qu'ils établissent leur reconversion, leur modèle économique aussi, mais pas que quand même. Voilà. Peut-être une dernière question pour pas trop dériver sur le timing d'Hervé. Et puis je vous propose, s'il y a d'autres questions, qu'on puisse, si le timing se reprend par la suite, de pouvoir les poser aux intervenants. Non, moi c'est très bref. C'est une scène que j'ai vue qui est caractéristique de la société de gaspillage dans laquelle nous sommes, où je sais que dans certains secteurs, à la sortie des caisses des supermarchés, on peut déjà mettre dans des containers le suremballage de ce qu'on vient acheter.
ce qui est quand même incroyable. Donc, et c'est très bien d'ailleurs, on voit les gens qui défont les paquets et qui mettent ce qui est jetable immédiatement du caddie. Est-ce que ça, c'est très répandu? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça diminue beaucoup le tonnage? Ou est-ce que ce sont des expériences anecdotiques? Je sais pas, Olivier? Oui, je peux en partie répondre. Alors, cette disposition, en fait, elle fait suite à la loi transition énergétique écologique pour une croissance verte, qui obligeait de mémoire les grandes surfaces supérieures à 400 mètres carrés à proposer ce qu'on appelle des tables de déballage. C'est ces espaces où on peut se défaire des suremballages. Normalement, chaque enseigne doit en disposer, sachant que je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de contrôle et de coercition sur ces mesures. L'effet est plutôt mineur, hein, puisque les emballages secondaires, c'est des emballages qui regroupent souvent plusieurs emballages, ne sont pas forcément les plus nombreux, à comparer des emballages primaires qui contiennent le produit et des emballages tertiaires qui sont les emballages qui servent à l'acheminement des produits entre les surfaces de logistique, en fait. Il faut savoir que la loi AGEC est venue enfoncer le coin sur ce volet-là, fort d'une mobilisation des acteurs importants, dont Amorce, qui oblige, à travers la loi AGEC, aujourd'hui, à trier beaucoup plus l'ensemble des emballages dans les enseignes de grande surface, également dans les galeries commerçantes, puisque il y aura une obligation de développer le tri sous toutes ses formes dans l'ensemble de l'établissement recevant du public, et des obligations qui vont porter aussi sur les biodéchets, ce qui font qu'aujourd'hui, les grandes surfaces de distribution sont au premier rang demain des acteurs qui sont directement impliqués dans des solutions performantes. Vous serez peut-être d'ailleurs contacté sur vos territoires par des enseignes qui chercheront à voir comment elles peuvent trouver des synergies avec vous, collectivités. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder de manière ouverte si ça permet d'améliorer la performance des dispositifs, sans bien sûr que ces grandes surfaces puissent se reposer sur le service public pour que le service public réponde à leurs obligations à leur place. Ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, il y a une nouvelle dimension qui va être dans les prochaines années là, ou dans les prochains mois à l'œuvre. Merci.